Okay? Mais sachez-le, le contrat social dont parle Jean-Jacques Rousseau et qu'on nous a enseigné de façon un peu simple, mais ce n'est pas grave, c'est ça. Le contrat social est un accord entre les citoyens d'un pays qui acceptent de vivre ensemble et de se partager les biens communautaires. Ce qui fait que lorsqu'un groupe est en train de s'accaparer à lui tout seul les biens de la communauté, ce groupe est dangereux, doit être arrêté et écarté de la communauté. Pour être beaucoup plus précis, lorsque la famille Sassou Nguesso et leurs amis utilisent pour eux seuls les ressources du pétrole, du gaz, les biens du Congo, sans tenir compte de la population congolaise qui est dans la misère, eh bien, ce groupe-là, composé de Denis Sassou Nguesso, ses enfants et ses amis, sont en train de violer les accords nationaux, sont en train de violer le pacte national, le pacte social qui nous lie tous. En ce sens, ce sont eux qui sont plus dangereux à la nation que les bébés noirs qu'ils vont arrêter. Ce sont eux qui sont plus dangereux au Congo que les simples voyous que vous trouvez dans la rue, parce que certains de ces voyous n'ont aucun problème, sinon que la misère. Chers amis, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur R7, bonjour ou bonsoir selon les endroits où vous vous trouvez. Didier Mouini Ivolo, votre humble analyste sur la situation internationale. Je vous retrouve encore aujourd'hui dans notre émission L'édito. L'édito d'aujourd'hui, je souhaiterais partager avec vous l'étude, l'analyse, la compréhension d'un mot qui est devenu pratiquement, on dira, un mot viral au Congo, c'est le mot accord. Au Congo, depuis quelques mois, pour ne pas dire, on ne dira pas quelques années, mais depuis quelques mois, au Congo, les Congolais de Brazzaville n'arrêtent pas de disserter, de commenter, d'analyser, de partager, de liker des documents autour de ce qu'on appelle les accords passés entre le gouvernement congolais et le Rwanda, ou mieux encore, les accords passés entre la famille Denis Sassou Nguesso et le Rwanda, puisque c'est cette famille qui est mise en cause dans ces accords. Alors, moi, je voudrais quand même, ici avec vous, décortiquer un peu ce mot accord, qu'est-ce que ça veut dire, et échanger avec vous, sans faire un travail de spécialiste, mais vous savez, on dit souvent le français enseigné au nul, les mathématiques enseignées au nul, l'économie enseignée au nul. Et donc, le mot accord, accord illustré, enseigné au nul que nous sommes tous, parce qu'on aimerait bien comprendre qu'est-ce que ce mot englobe. Donc, dans le mot accord, on a accorder, le verbe accorder, le verbe s'accorder, raccorder. Ça suppose quoi quand on parle de accord? Dans accord, nous avons au moins deux éléments. C'est-à-dire, quand on dit un accord, quand on dit raccorder, s'accorder, on est au moins deux dans la relation. Ça suppose une relation dans laquelle nous sommes déjà deux. Et donc, si on dit que le Congo a signé des accords avec le Rwanda, ça suppose qu'il y a deux entités. Une entité, la République du Congo, une autre entité, la République du Rwanda. Alors, dans le mot accord, on peut mettre dedans aussi les conventions, les traités, on peut les mettre aussi dans ce mot accord. On peut mettre aussi les ententes. On parle sur le plan international d'ailleurs, on a appris ça à l'école, notamment au lycée et à l'université. On parle de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre. C'est-à-dire, ce sont des séries d'accords que la France a signés avec l'Angleterre pour arrêter de se battre, pour arrêter de se faire la guerre et donc de vivre en paix l'un à côté
de l'autre, on parle des conventions internationales qui sont aussi des accords entre les pays qui composent notre planète, qui se mettent d'accord sur une façon de fonctionner les uns à côté des autres sans se bouffer le nez, sans se faire la guerre. Et d'ailleurs, en politique internationale ou relations internationales, ou mieux encore en diplomatie, on parle des accords bilatéraux, le cas des accords Congo-Rwanda, Congo-RDC, Congo-France, Congo-États-Unis, Congo-Chine, et ainsi de suite. Où on parle des accords multinationaux, c'est-à-dire des séries d'ententes, des séries de conventions qu'on va prendre à plusieurs pour se mettre d'accord sur la manière de fonctionner. La dernière en date qui nous parle à nous tous, surtout au chantre du panafricanisme, c'est la création des États du Sahel, hein, ce qu'on appelle communément AES, donc le Mali, le Burkina, le Niger, on appelle ça, donc là on a ce qu'on appelle les accords multinationaux, donc plusieurs pays se mettent ensemble, par exemple la création de l'ONU, hein, il faut donc plusieurs pays pour créer l'ONU, pour créer l'Union européenne ou encore l'Organisation des États d'Afrique ou encore l'Union africaine aujourd'hui. Donc, quand on parle d'un accord, il ne s'agit pas d'un individu seul ou d'un pays seul ou d'une organisation toute seule. D'ailleurs, deux individus peuvent aussi signer des accords. Pour vous donner un exemple, alors ça peut prêter à sourire, mais quand on vend une parcelle, on signe un compromis de vente, hein, quand on vend un bien, ou une maison, une parcelle, voilà, on signe un compromis de vente, c'est un accord, c'est-à-dire on va écrire un document dans lequel on est tous les deux d'accord sur les termes de l'accord. Et d'ailleurs, si on fait un retour historique, les historiens, les défenseurs des droits de l'homme, les panafricanistes ont remis en cause les accords Makoko de Brazza, pour ne prendre que ces accords-là, les accords Makoko de Brazza, les accords Stanley-Ngaliema, bref, les accords coloniaux pendant la pénétration coloniale. Ces accords-là sont remis en cause parce qu'on suppose que entre le colonisateur qui sait ce qu'il venait chercher, c'est-à-dire les matières premières pour écouler sa surproduction industrielle dans ces pays, et les futurs territoires colonisés, où vous avez des gens qui sont tranquillement chez eux, et on vient leur faire croire on ne sait pas quoi, et d'ailleurs dans le débat historique, on parle de Brazza qui parlait français, Makoko qui parlait Téké, comment Brazza a pu comprendre le Téké, tout comme comment Makoko a pu comprendre le français. Alors, on nous dira que c'est le sergent Malamine, pour ceux qui ont grandi au Congo-Brazzaville et à Pointe-Noire et à Brazzaville comme moi, et puis qui ont beaucoup voyagé. On a cette histoire du sergent Malamine qui servirait d'interprète. Mais sauf que certains remettent ça en cause en disant, mais le sergent Malamine est un Sénégalais, même s'il a accompagné des Brazza, comment se fait-il qu'un Sénégalais a pu comprendre le Kiteke? Alors, dans quelle langue les deux ont conversé? Bref, donc c'est pour vous dire que si on remonte loin dans l'histoire, on trouve des séries d'accords signés et aujourd'hui, si on le remet en cause, parce qu'on suppose que les accords coloniaux ont été imposés par les Occidentaux aux Africains pour piller l'Afrique. Parce que pour signer un accord, ça suppose que les deux parties, vous comprenez les termes de l'accord et chacun y tire bénéfice. C'est-à-dire, un accord, c'est toujours gagnant-gagnant. Sauf exception, lorsqu'il y a une guerre, par exemple, à la fin de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles fait peser un poids considérable sur l'Allemagne pour faire payer à l'Allemagne les conséquences de la guerre en tant que pays qui a déclenché la guerre mondiale. Et donc, le traité de Versailles est un symbole d'un traité où le vainqueur impose sa loi au vaincu et le vaincu n'a rien à dire. On peut aussi, comme ça, voir pendant la Seconde Guerre mondiale, les traités des Américains
avec les Japonais. Parmi ces traités-là, les Américains vont imposer, par exemple, la constitution du Japon et que le Japon accepte d'être un pays démilitarisé et qui ne mettra jamais sur pied, notamment l'arme nucléaire. Donc, les accords, principe numéro 1, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Il faut que je me retrouve dans l'accord que je suis en train de signer. Mais, principe numéro 2, lorsque vous êtes faible, lorsque vous ne faites pas attention, eh bien, dans un accord, vous êtes perdant. Par accord, on peut aussi voir un élément plus proche de notre quotidien, c'est par exemple le contrat de travail. Je signe un accord avec un employeur. Dans cet accord, il est stipulé que je dois m'acquitter d'une certaine tâche. En contrepartie, l'entreprise, l'employeur me verse un salaire. Alors, je ne vous renvoie pas à la définition de Karl Marx entre la classe prolétarienne et la classe bourgeoise, c'est-à-dire la classe prolétarienne dépourvue de moyens de production, qui est obligée de vendre, excusez-moi, qui est obligée de vendre sa force de travail, et la classe bourgeoise détentrice des moyens de production, qui emploie donc du travail salarié. Alors, c'est toute la problématique de la création, de la naissance du salariat. Et le salariat est une forme de contractualisation des accords entre ceux qui détiennent le capital et ceux qui peuvent vendre leur force de travail. Il faut qu'on se retrouve. L'ouvrier qui vend sa force de travail obtient un salaire qui lui permet de vivre et le capitaliste qui a investi son argent utilisant la force de travail du salarié, eh bien, doit quand même avoir des dividendes en termes de bénéfices et autres. Donc, voilà encore une série des accords. Mais un accord n'est pas forcément écrit. Il est aussi symbolique. Par exemple, l'accord qui nous lie avec Dieu. Donc, si moi, je suis trop dans la pauvreté, dans la misère, à un moment donné, je peux me détourner de Dieu. Donc, je peux dire à Dieu, tu t'occupes de mes problèmes, tu me protèges du danger, de la méchanceté, de la pauvreté, et en contrepartie, eh ben moi, je ferai tes prières. D'où cette idée, laisser à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais moi, je ne peux faire la prière envers Dieu que s'il respecte l'accord, qui suppose que, en tant que religieux, il me protège, mais il me protège de la maladie, des épidémies, mais aussi de la misère, ou encore des guerres, ou de tout ce qui peut être néfaste à ma vie. Donc, la manière dont je suis en train de vous expliquer les accords, ça suppose que dans une société, il y a toute une série d'accords qu'on passe tous, avec tout le monde. Tout le monde fait des accords avec tout le monde. L'acte de mariage, c'est un accord. L'acte de naissance, c'est un accord. C'est-à-dire, par la délivrance de l'acte de naissance, l'État reconnaît que l'individu qui est né fait partie de la communauté de mes citoyens. Je le confie à ses parents biologiques parce que moi, État, je n'ai pas les moyens matériels, humains, immédiats pour prendre soin de cet enfant-là. Donc, je le confie à ses parents. Je leur délivre un acte de naissance qui symbolise que moi, État congolais, moi, État français, ou chinois, ou américain, ou autre, je le reconnais comme étant le mien. Et en contrepartie du contrat qui nous lie, des accords qui nous lient, je donne à cet homme, à cette femme, à ce couple, une allocation pour s'occuper de cet enfant jusqu'à sa majorité, l'âge auquel il peut prétendre à un emploi et il devient aussi citoyen qui va continuer la vie de la société. Donc, alors, c'est peut-être un peu complexe ce que je suis en train d'expliquer, mais sachez-le, le contrat social dont parle Jean-Jacques Rousseau et qu'on nous a enseigné de façon un peu simple, mais ce n'est pas grave, c'est ça. Le contrat social est un accord entre les citoyens d'un pays qui acceptent de vivre ensemble et de se partager les biens communautaires. Ce qui fait que lorsqu'un groupe est en train de s'accaparer à lui tout seul les biens de la communauté, ce groupe est dangereux, doit être arrêté et écarté de la communauté. Pour être beaucoup plus précis, lorsque la famille Sassou Nguesso
et leurs amis utilisent pour eux seuls les ressources du pétrole, du gaz, les biens du Congo, sans tenir compte de la population congolaise qui est dans la misère, eh bien, ce groupe-là, composé de Denis Sassou Nguesso, ses enfants et ses amis, sont en train de violer les accords nationaux, sont en train de violer le pacte national, le pacte social qui nous lie tous. En ce sens, ce sont eux qui sont plus dangereux à la nation que les bébés noirs qu'ils vont arrêter. Ce sont eux qui sont plus dangereux au Congo que les simples voyous que vous trouvez dans la rue, parce que certains de ces voyous n'ont aucun problème, sinon que la misère. Et si le peuple est dans la misère, c'est parce que quelque part, il y a un groupe qui s'est accaparé des biens de la communauté en violation des accords qui nous lient de façon symbolique. Pour être encore plus clair, les 342 000 km², c'est un héritage de la colonisation. Mais pourquoi on est resté 342 000 km² ensemble? Mais parce qu'on a un accord qui nous lie. Sinon, si vous regardez historiquement, quel est le lien entre ceux qui habitent Pointe-Noire et ceux qui habitent Bétou? Combien de Congolais savent qu'en 1800 ou encore en 1880, lorsque Desbrazza arrive à Mfoua, qui deviendra Brazzaville, Bétou et Pointe-Noire ne font pas partie de la même entité administrative. Et ça, il faut le savoir en tant que Congolais de Brazzaville. Ne serait-ce que Mfoua n'a rien à voir avec Ouando. Bétou n'a rien à voir avec Mosaka. Allez regarder l'histoire. Le chef qui était à Bétou ou dans les environs de Bétou était certainement dépendant de celui qui était à Bangui que de celui qui était à Mosaka et moins encore à Pointe-Noire. Et d'ailleurs, Pointe-Noire et Dolisie n'étaient pas sous la même entité administrative et politique. Donc, c'est l'héritage de la colonisation. Mais pourquoi on est resté ensemble? Mais parce qu'il y a un accord entre nous qui consiste à dire nous reconnaissons les 342 000 km² comme une entité administrative et politique unique. Nous qui sommes à l'intérieur des frontières de cette entité, nous nous appelons les Congolais. Et à ce titre, on se dote des institutions pour gérer nos vies au nom de la collectivité. Et ces institutions vont s'appeler la présidence de la République, le gouvernement, avec un premier ministre à la primature, les ministres, les préfets, la justice. On se dote d'une police, d'une armée pour protéger les frontières, d'un système économique hérité de l'économie coloniale qui va continuer à gérer les biens de la nation dans l'intérêt de tout le monde. Et pour que cet accord marche, l'État, le gouvernement s'engage à utiliser les richesses du pays pour le bien-être de la majorité, sinon de tous les Congolais, en matière d'éducation, en matière de santé, en matière d'emploi, en matière d'infrastructure, de logistique, de logement, de bien-être, tout ce que vous pouvez imaginer. Les retraites, même la manière dont on doit enterrer nos morts, dans quel type de cimetière. Donc, voilà, dans un pays qui marche, comment on peut comprendre le mot accord. Alors, pourquoi je vous ai proposé ce sujet aujourd'hui? Mais parce qu'au Congo, nous avons un homme, Christelle Denis Sassou Nguesso, qui est en train de battre tous les records du monde en signature des accords. C'est-à-dire que depuis que ce monsieur est ministre du gouvernement, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de l'humanité, qu'un seul ministre, en moins de 5 ans, en moins de 5 ans, certains ont, semble-t-il, compté le nombre d'accords qu'il signe, vrai ou faux, je n'en sais rien, mais c'est un chiffre que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, qu'il en est à peu près 1300 accords signés. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a donné l'idée d'expliquer aux Congolais, mais c'est quoi un accord? C'est quoi ce mot accord dont on parle? Pour faire court par rapport aux accords signés par ce monsieur, je vais prendre quelques exemples que vous avez tous vécus.
Aussitôt arrivé au gouvernement, Christelle Denis Sassou Nguesso a fait des voyages en France avec de nombreux ministres, et même le Premier ministre devait être avec eux. Et pour ce voyage-là, on nous dit qu'il va rencontrer le MEDEF, c'est-à-dire le patronat français, pour que ceux-ci viennent investir au Congo. Vous vous souvenez tous, et d'ailleurs, je vous laisse suivre un peu les images de ce voyage de Christelle Denis Sassou Nguesso en France pour venir signer des accords avec le MEDEF. Comme vous l'avez vu, donc Christelle Denis Sassou Nguesso vient en France pour rencontrer le MEDEF. D'ailleurs, il faut que je vous apporte une précision. Au final, il ne va pas rencontrer les patrons du MEDEF, il va rencontrer des agents subalternes du MEDEF, puisque, en arrivant, parmi les questions qu'on lui pose, mais dans quel secteur économique vous souhaitez que les investisseurs du MEDEF viennent investir au Congo? Et je me souviens de sa réponse: venez sur place et vous verrez, tellement qu'il n'y a rien, tellement qu'il y a des choses à faire, venez sur place, vous aurez le choix. Ça suppose que le ministre de la Coopération internationale, chargé du partenariat public-privé, va chercher des investisseurs, il va chercher à signer des accords, mais il ne sait même pas sur quoi il veut signer les accords. C'est quand même terrible. Et les Occidentaux ne travaillent pas comme ça. Tu veux aller chercher les Occidentaux, il faut déjà que tu réfléchisses sur quoi tu veux travailler. Il faut que tu puisses savoir, alors sans être spécialiste, aujourd'hui, dans les écoles de commerce, on parle du business plan. En tout cas, il faut que tu puisses avoir des documents et que tu sois accompagné des spécialistes dans chaque domaine dans lequel vous allez avoir des échanges. Donc, rien qu'avec le MEDEF, le patronat français, il y a eu échec, puisque au final, ces accords-là n'ont abouti à rien. Alors que je vous ai dit, dans un accord, soit il y a eu guerre et on vous impose les termes de l'accord, soit vous êtes en coopération classique, bilatérale ou multilatérale, mais il faut que dans cet accord-là, dans les accords, vous trouvez votre intérêt. C'est quoi votre intérêt? Qu'est-ce que vous défendez comme votre intérêt? Donc, il va chercher le MEDEF, il ne sait pas pourquoi, et au final, aucun accord va être signé. Mais ça ne s'arrête pas là. Plus symptomatique encore, les accords avec le Rwanda. Quel est notre bénéfice d'aller signer, semble-t-il, 133 accords avec le Rwanda? Les Congolais, même s'ils ne l'ont pas lu, mais les fuites qu'ils ont eues, ils ont boudé. Ils ont demandé à ce que ces accords soient dénoncés parce que, comme on dit en français, quand il y a un brouillard, c'est que le loup n'est pas loin. Et là aussi, il y a eu beaucoup de versions, mais je vous laisse écouter non pas seulement, non même pas les responsables congolais, parce que tantôt ils nous disent il y a accord, il n'y en a pas. Une fois de plus, la répétition est la mère des sciences. Une fois de plus, je vous laisse écouter la journaliste rwandaise nous parler d'une visite nocturne, nébuleuse, camouflée, en sous-marin, comme si c'était des forces spéciales, des Rwandais qui sont venus chez nous alors que nous on dormait, et qui ont identifié les terres, qui ont visité les terres qu'on leur avait promis, et qu'ils veulent venir y planter du piment. Je vous laisse écouter. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. De terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Donc, comme vous avez suivi, la partie rwandaise parle avec aisance des accords signés entre Christelle Denis Sassou Nguesso et le gouvernement rwandais, mais la partie congolaise n'en parle pas. Or, lorsqu'il y a accord
Mais il faut bien que les deux parties soient sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, dès lors que cette journaliste présente ces accords-là au journal officiel au Rwanda, les journalistes congolais doivent aussi présenter ces accords aux Congolais au journal officiel. Dès lors que les Rwandais qui sont venus identifier les terres pour les exploiter au Congo parlent à la télé et on vient de les voir, eh bien, le gouvernement congolais doit aussi montrer aux Congolais les terres qu'ils ont présentées aux Rwandais. Puisque les Rwandais ont dit, nous allons cultiver tel produit, entre autres du piment, et comme le Congo a un port à Pointe-Noire, nous allons donc utiliser le port pour exporter et une partie sera pour notre marché intérieur, eh bien, la partie congolaise doit aussi expliquer aux Congolais en quoi nous devons mettre notre port au service de ces investisseurs et quel est notre intérêt, c'est-à-dire en termes de création d'emplois directs, de création d'emplois indirects, comment cette cession, ces accords de terre vont stimuler la création de petites et moyennes entreprises autour de cette activité. Sinon, c'est quoi l'intérêt pour nous de signer un accord? Un accord se signe, je vous le répète encore, parce que c'est gagnant-gagnant. On ne peut pas avoir d'un côté ceux qui sont en train de dire voilà ce que nous allons gagner, de l'autre ceux qui vous disent il n'y a pas d'accord, circulez, il n'y a rien à voir. Aujourd'hui, je suis tombé sur une photo. Je vous laisse regarder la photo et je vous explique après. Nous venons de voir cette photo avec d'un côté le ministre Honoré Saï, ministre des Transports du Congo, Brazzaville. De l'autre côté, Christelle Denis Sassou Nguesso, ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé. Et donc, là aussi, ils viennent de signer une série d'accords pour céder pendant 30 ans l'exploitation du port de Pointe-Noire à un groupe émirati. Alors, je vous assure que je tombe de nu quand j'ai vu cette photo dans un groupe WhatsApp, et je n'ai pas un anglais excellent comme un anglais de London ou de Nigeria, comme on nous a appris à l'école, et puis is an animal, Kofi is a person. Bon, évidemment, merci à mes profs d'anglais au CG de la fraternité et puis au lycée. Mais le peu que j'ai appris en anglais, j'ai compris que Ad Ports Group a donc signé une série d'accords avec le Congo, et donc M. Honoré Saï et M. Christelle Denis Sassou Nguesso viennent de céder pour 30 ans notre port à ce groupe Ad Ports Group, qui est un groupe d'Abu Dhabi, et qui va donc gérer ce port dans le cadre de ses activités de trader et logistique. Bon, pourquoi pas? Je suis allé vérifier sur Internet c'est quoi ce groupe. Je vous laisse regarder et je poursuis mon analyse. Donc, je suis allé regarder un peu sur Internet c'est quoi ce groupe. C'est comme ça que j'ai compris que c'est un groupe d'Abu Dhabi, c'est un groupe émirati. Et j'ai essayé rapidement, je ne suis pas allé en profondeur, je pourrais le faire. Je suis allé voir rapidement quelles sont les réelles activités de ce groupe quand ils disent trade and logistique, à quoi ça consiste et surtout, quels sont les partenaires de ce groupe, dans quel pays ce groupe a ses actifs ou ses actions, ce groupe travaille, et voir quel peut être le rapport avec le Congo et que peut être notre intérêt à nous d'aller signer des accords avec ce groupe qui gère des porte-conteneurs entre les États. Alors, je trouve que ce groupe travaille principalement avec des pays comme l'Égypte, le Soudan, l'Arabie Saoudite, donc, et le Kazakhstan et les pays autour du Kazakhstan. À aucun moment, j'ai vu vraiment des partenariats sérieux avec les pays de l'Union européenne, avec la Chine, l'Asie, en tout cas le Japon, la Corée du Sud.
C'est-à-dire que des pays qui peuvent, un tant soit peu, m'inspirer confiance. Du coup, je me suis posé la question, quelles sont les activités économiques du Congo avec les pays du Golfe arabo-persique et le Kazakhstan et l'Égypte pour que le Congo signe des accords avec ce groupe dont la fonction principale est de mettre à disposition de ces États des porte-conteneurs avec de forts tonnages. Ma réflexion en tant qu'analyste de politique internationale me dit, le premier produit d'exportation au Congo pour lequel on pourrait avoir besoin du port de Pointe-Noire, c'est le pétrole et puis le gaz et les matières premières. Alors, pour cela, il faut donc des super tankers, ce que cette entreprise ne fait pas. Cette entreprise fait dans les conteneurs qui transportent les armes. Question, est-ce que Christelle va signer ces accords-là? Après les accords signés avec le Kazakhstan sur la livraison d'armes, semble-t-il, puisque Madame Françoise Joly, si je me rappelle, avait accompagné une délégation congolaise au Kazakhstan pour aller acheter les armes. Est-ce que, pour le transport de ces armes-là au Congo, c'est donc Ad Ports Group qui se charge de la logistique? Parce qu'aujourd'hui, aucun pays ne mène une guerre sans la logistique. La logistique est peut-être l'élément le plus important lorsqu'on doit faire une guerre. Il y a des pays qui peuvent perdre une guerre aujourd'hui juste à cause de la logistique. Je vous donne un exemple. On nous a vendu quelque chose en disant lorsque les Américains roulent sur Bagdad, ils se sont arrêtés parce qu'ils voulaient se reposer. C'est faux. C'est très faux. Tout spécialiste de politique internationale, de géostratégie vous dira qu'on était obligé de stopper l'armée américaine parce que la résistance qu'on croyait croiser en Irak, on n'a pas croisé cette résistance-là. Finalement, les troupes avec les chars sont allées beaucoup plus vite qu'on l'espérait. Et donc, derrière, la logistique n'a pas suivi, notamment le carburant. Parce qu'on pensait que ça va être difficile, on va aller lentement. Donc, la logistique, en termes de livraison de carburant, va suivre au fur et à mesure. Mais au final, on est allé tellement vite, des kilomètres et des kilomètres sans rencontrer des résistances, et on était à court de carburant. Et donc, il a fallu attendre que la logistique suive. Donc, la logistique est essentielle en matière militaire. La guerre en Ukraine, pareil. Comment les Occidentaux font pour livrer les armes en Ukraine? Ce n'est pas à la poste. Dites-moi, les cartouches, les canons César, les missiles, ce n'est pas par Chronopost. Chronopost est très rapide, hein. On peut choisir Chronopost. On peut choisir FedEx. Ou on peut choisir la poste classique. Non, ce sont des grandes entreprises de logistique qui assurent le transport de ces choses-là. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nécessité, mais vraiment nécessité, de transparence dans les accords que signe Christelle Denis Sassou Nguesso avec des pays qui peuvent être dangereux pour le Congo. Dites-moi, quand je vous dis que les accords sont gagnant-gagnant, 1300 accords, peut-être pas autant, mais rien qu'avec le Rwanda, 133 accords, à quel moment on vous a dit quel est l'intérêt pour le Congo? Quelle plus-value pour le Congo? On ne signe pas des accords sur les télécommunications, les banques, le commerce, sans créer de l'emploi pour les Congolais. Mon Dieu! Vous imaginez qu'on vous dit qu'on va créer et on va signer les accords. C'est-à-dire que les Rwandais vont apporter leur expertise qu'ils n'ont pas sur les télécommunications au Congo, sur l'agriculture au Congo, sur l'agro-industrie au Congo, sur le commerce, sur les banques, sur tout, l'éducation, la santé. Mais à aucun moment, personne, ni Sassou Nguesso, ni Christelle Denis Sassou Nguesso, ni Colline Makosso, ni Honoré Saï, personne de tous ces gens ne vous disent en quoi ces accords enrichissent l'État congolais, les caisses de l'État congolais et, in fine, les Congolais eux-mêmes. Combien sont les Congolais en âge de travailler? Quelle est la population active au Congo et quelles sont les différentes qualifications dans cette population active? Les Congolais savent faire quoi? Qui a fait cette étude-là? Et donc, ces contrats, ces accords
qu'on signe, c'est quelle couche de la population sortira de la pauvreté. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment signer des accords lorsque, à aucun moment, on vous explique à quoi ça a servi. Je vous donne un exemple simple. Les accords Massamba-Déba, la Chine. Comptez le nombre d'usines. Comptez le nombre d'infrastructures. Ces accords doivent déjà nous aider à développer nos infrastructures. Ils vous disent qu'ils viennent faire l'agriculture. OK? Mais pour qu'il y ait agriculture, de quelle infrastructure on a besoin? N'avons-nous pas besoin de l'eau et de l'électricité? N'avons-nous pas besoin des routes? Des trains? Puisque s'ils produisent dans le Niari ou dans la Bouenza ou dans le Poul, pour évacuer ça vers Pointe-Noire, c'est soit la route, soit le chemin de fer. Alors, ils vont faire comment? Ils vont évacuer les marchandises par téléportation jusqu'au port de Pointe-Noire. Alors, est-ce que ces accords incluent le développement des infrastructures au Congo? Et puisque vous allez utiliser les terres qui appartiennent à une population, attention, lorsque on fait l'agriculture dans le Niari, dans la Bouenza ou dans le Poul, c'est sur la terre qui appartient aussi aux gens de Betou, de l'Iranga, de Makotipoko. Donc, eux aussi doivent jouir de cet argent-là. Parce que nos parents à l'Iranga, à Mosaka, avec les inondations, souffrent. Donc, Denis Sassou Nguesso peut dire, je signe ces accords-là qui vont nous rapporter telle somme. Avec cet argent, voilà le problème que nous allons régler à Mosaka. Voilà le problème que nous allons régler à Ouesso. À Ouesso, par exemple, nous avons signé les accords avec les Indonésiens. Christelle en parle. Nous avons donc cédé Sanga Palm aux Indonésiens ou aux Malaisiens, je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Mais est-ce que nos parents de Ouesso trouvent du travail? Est-ce que les bénéfices qu'ils tirent avec l'huile de palme, pendant le Covid, on a verrouillé le monde entier. L'huile de palme est devenue très chère. Donc, les Malaisiens qui exploitent l'huile de palme à Ouesso doivent subir un contrôle du ministère des Finances pour savoir, pendant la période du Covid, lorsqu'il y a eu inflation des prix de l'huile, combien ils ont gagné comme bénéfice, combien de milliards. Et dans nos accords, il y a une partie de milliards qui doit nous revenir. Est-ce qu'on a récupéré cette partie-là? Donc, voyez-vous, je voulais, avec vous, chers compatriotes, décortiquer ce mot qu'on entend de plus en plus au Congo, les accords, et ce mot qui est en train de devenir une drogue pour notre pays. Les fanatiques du PCT, tant mieux qu'ils commencent maintenant à comprendre, les fanatiques du PCT passent leur temps à vous dire « Ah, mais vous voyez, bravo Kiki, il a encore signé des accords. Ah, oh là là, le fils de l'homme. » Ah bon? Ah bon? Il a encore signé des accords? Oui. Mais il est en train de vendre le Congo pièce par pièce, comme lorsque on disait, excusez-moi, comme lorsque on disait « Bakata Koko, Mike Mike ». Denis Sassou Nguesso, c'est l'instrument qui est en train de couper le Congo. Mike Mike est en train de vendre le Congo morceau par morceau, portion par portion, comme les fromages par portion. Le Congo n'est pas un tas de fromages qu'il faut vendre portion par portion. Et il faut que les Congolais réagissent. Il faut qu'ils comprennent et qu'ils réagissent. Parce que je pense que ça devient dangereux. Et pourquoi Christelle le fait? Mais parce que Christelle n'a pas d'affinité avec le Congo. Christelle n'est pas en accord avec le Congo. C'est pour cela qu'il signe les accords avec les étrangers. Parce que s'il était en accord avec les Congolais et le Congo, il ne signerait pas les accords dangereux contre les Congolais et le Congo. Christelle sait que le jour où le Congo-Brazzaville disparaîtra, il ira vivre au Congo-Kinshasa. Chez l'autre famille qu'il a. Et ça, on le voit dans toute l'histoire de l'humanité. Lorsque vous avez un individu qui a en lui deux identités, il peut utiliser l'une ou l'autre identité, ça ne lui pose aucun problème, et surtout en plus, s'il est pervers. Parce que ce qu'il fait en psychologie clinique, c'est de la perversion. C'est quoi la perversion? C'est lorsque vous détournez un objet de sa satisfaction habituelle, originelle. Et les accords
doivent servir le Congo. Or, il est en train de les signer pour se servir lui-même. C'est la perversion. La richesse du Congo doit servir le peuple congolais. C'est ça l'État, c'est ça l'acte fondamental d'un État et c'est ça le contrat social. Dès lors qu'ils utilisent la richesse pour eux-mêmes, c'est de la perversion, c'est des pervers. Et je pourrais ajouter des pervers narcissiques. Donc, si nous ne nous levons pas, si nous ne nous réveillons pas, eh bien, le jour où nous allons nous réveiller, il sera trop tard. Allez vérifier, peuple congolais, sur Internet, les activités de ce groupe qu'on appelle Adport Group, qui est un groupe qui fait du business. Si c'est pour créer de l'emploi au Congo, on est d'accord. Attention, je ne suis pas en train de diaboliser ce groupe. Non. Si ce groupe vient pour créer de l'emploi, on est d'accord. Puisque pendant 30 ans, ce groupe va bénéficier de notre port, alors il faut que dans les accords, les sociétés subalternes ne peuvent être que des sociétés congolaises. C'est-à-dire, le port de Pointe-Noire, pour fonctionner, a besoin des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Il y a des besoins industriels et donc il faut que ce soit des petites et moyennes industries congolaises qui fournissent. Et il y a des besoins, il faut que ce soit des petites et moyennes entreprises au Congo, par exemple le nettoyage, le gardiennage, l'entretien informatique, tout le système informatique, le froid, le système du froid. Donc, avec le port et ce groupe Adport Group, eh bien, on peut développer l'économie congolaise, mais à condition d'avoir à la tête de l'État les gens qui sont amoureux de leur peuple et de leur pays. Or, nous avons à la tête de l'État les gens qui sont haineux vis-à-vis de leur peuple et vis-à-vis de leur pays. Et du coup, ils vous bercent, ils vous endorment avec les mots accords, alors même que vous n'en tirez aucun profit. Donc, voilà, chers téléspectateurs de R7, ce que je voulais partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de soutenir notre travail, parce que notre effort est d'abord et avant tout un effort pédagogique. Et la pédagogie consiste à répéter, répéter et répéter. Et faites-moi confiance, chers compatriotes, je ne serai jamais fatigué, je ne lâcherai jamais, je continuerai à vous instruire, à expliquer les choses. Et n'hésitez pas vous aussi, dans vos commentaires, dans vos likes, de poser des questions sur les sujets que vous vivez au quotidien et je me ferai l'effort de détailler, d'expliquer, d'analyser et de vous donner des pistes de réflexion. En tout cas, merci à vous toutes, à vous tous de m'avoir écouté. J'espère que le document a été bénéfique pour votre analyse et votre réflexion sur ce qui se passe dans notre pays. Je vous souhaite de passer des bons moments dans vos familles avec les vôtres, vos entourages, vos amis, vos collègues au travail, même si les temps sont difficiles. Je garde l'espoir qu'un jour, le soleil se levera sur le Congo et notre pays retrouvera ses lettres de noblesse. Bien des choses à vous. Je vous dis à bientôt.